se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Ah, donc voilà, bonjour. Allô David, bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Première entrevue de la saison. On vous avait dit qu'on allait faire certains. On fait beaucoup de l'analyse, mais qu'on allait avoir des invités spéciaux, qu'on allait aborder des différents sujets. Cette semaine, on a la chance d'avoir Anno Manzanini, fondateur de la Race Across America, Across Series, pas Across America. Finisher 2 fois. Et Exact. une fois en staff de Race Across America, un grand fervent des grandes aventures. Il a traversé Laponie, c'est ça? Laponie suédoise, effectivement, jusqu'au Cap Nord. Laponie. Voilà, donc on est ici pour un peu parler de ça, la Race Across Series qui grossit de plus en plus. L'ultra-marathon, les ultra-distances sont vraiment à la mode de plus en plus. Maintenant, on le voit de plus en plus dans le vélo. Et on a le fondateur aujourd'hui. Donc, très content de t'avoir avec nous, Arnaud. Ben, merci pour l'invitation. Hein. Moi, de France, je suis également ce que vous faites. Donc, je suis ravi d'être aujourd'hui l'invité. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On aime ça. On aime ça parler de vélo ici. On aime ça parler de vélo. David aussi a fait pas mal de vélo lui-même. Oui, exact. Mais on est quand même en termes d'ultra, on est vraiment, on n'a pas touché beaucoup à ça. Fait on peut rapidement faire notre très court pédigré pour que tu vois où est-ce qu'on en est. Peut-être l'auditoire aussi connaît pas nécessairement beaucoup ça parce qu'on parle de l'ultra trail qui peut-être commence à avoir un bon engouement ici au Québec. L'ultracyclisme, c'est plus nouveau. Mais ouais, Antoine, parle-nous de tout ton background d'ultracyclisme pour commencer. Si je peux parler d'ultracyclisme, ça a commencé, on dit que c'est à la mode, mais déjà, moi j'ai commencé l'ultracyclisme il y a près de 20 ans. Avec toi, justement, on avait fait un 12 heures. Un 12 heures de mountain bike au Mont-Saint-Anne. Ah non, à Saint-Félicien, ouais. À Saint-Félicien. Donc, c'est là que les premières aventures de longue distance ont commencé. Elles n'ont pas très bien commencé, je pourrais dire. Non, très mal, oui. Puis sinon, à part du pacing, j'ai des amis qui font de l'ultra-trail. J'ai eu la chance d'être le pacer sur quelques dizaines et trentaines de kilomètres pour un collègue à moi qui en faisait des centaines. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai comme expérience d'ultra-distance. Ouais, j'avais oublié mon incroyable expérience aux 12 heures de Saint-Félicien qui se terminait seulement à 11 heures le soir, Arnaud, tu vois, puis déjà là, c'était difficile pour nous. On n'a même pas attaqué la nuit, vraiment. Moi, j'ai touché à 2 occasions. Il y avait quand même certains événements d'ultracyclisme qui sont organisés depuis quelques années. Il y avait le défi des 21, entre autres, dans le coin du Saguenay et de Charlevoix. Donc, on reliait le Saguenay et Charlevoix aller-retour dans une journée. Mais le mot-clé, c'est une journée. Donc, même si c'est 330 km, c'est 5-6 000 mètres de dénivelé, il reste que le soir, tu te couches chez vous ou à l'hôtel. C'est beaucoup là qui est la grosse différence qu'on va, je pense, beaucoup parler ce soir. Puis la deuxième expérience, justement, c'était une course plus longue qui faisait un aller-retour Montréal-Québec. Puis ça partait en début de soirée, finalement. Donc, puis j'ai abandonné. Hein? On va parler peut-être... c'est pas ça qu'il faut faire, mais pour plein de raisons, au milieu de la nuit, je me sentais justement plus ou moins en sécurité. Puis je pense que c'est les heures les plus difficiles, entre 3 et 5 heures du matin. C'est ça. Ça s'est arrêté là. Donc, tu vois, il y a quelque chose, il y avait des gens qui tripaient de vivre ce passage-là, puis qui, le lendemain matin, continuaient à rouler. Donc, c'est ça qu'on veut explorer. Nous, aujourd'hui, on tripe sur le bike, on aime les défis. Il y a tout ça dans l'ultra aussi. Puis on veut que tu nous convainques un peu de pourquoi c'est nice, pourquoi j'aurais pas dû abandonner, finalement. Donc voilà. L'ultra-cyclisme, c'est de plus en plus... Il y a un engouement nouveau, là, parce que toi, tu as fait la Race Across America, qui est quelque chose que le monde qui suit le vélo connaissent depuis une couple de dizaines d'années. Mais ça a beaucoup changé. Je pense qu'on est quand même ailleurs avec ce que tu offres. Là.
Oui, bah, alors pour répondre à tes questions, effectivement, je pense que l'ultracyclisme, et comme tu l'as dit, ça existe depuis des années. Ça s'appelait avant les randonneurs, les grands randonneurs. Voilà, les vélos avec des sacoches, on n'a rien inventé, hein, ça existe depuis des années. C'est juste notre concept qui est très spécifique, je vais vous l'expliquer. Mais effectivement, les grandes aventures à vélo existent depuis des centaines, probablement, depuis que le vélo existe, hein, quelque part. Après, oui, la Race Cross America, moi j'ai eu la chance de participer à 2 reprises sur le vélo et une fois, effectivement, dans le staff. 5000 km à travers le continent nord-américain, de à peu près Los Angeles jusqu'à Washington, hein, dans les grandes villes. Et c'est non-stop. Donc moi je pensais que, étant compétiteur par le passé, il suffisait d'allonger les distances et puis on devenait un cycliste ultra-distance comme ça. Et en fait, la première fois où j'ai participé à l'épreuve, j'ai pris une grande claque. J'ai pris une grande claque dans la gueule parce que bah, rapidement on se rend compte qu'il faut avoir une stratégie d'alimentation très dense parce qu'on brûle énormément de calories, qu'il faut avoir une stratégie d'hydratation, qu'il faut avoir une stratégie de sommeil et que tout doit être millimétré pour justement que le corps puisse produire de l'énergie pour entraîner son vélo en moyenne 20 heures sur 24 pour avoir éventuellement des chances de terminer dans les délais. Donc, Les délais, on parle de quelques jours. alors la Race Cross America existe depuis 44 ans et on parle de 12 jours et 4 heures parce que les US sont sur 4 fuseaux horaires et donc c'est 12 jours et 4 heures pour terminer. Donc oui, il faut aller, il faut pas perdre de temps. Voilà, tout est calculé. Et c'est à cette occasion que moi j'ai participé, où je me suis dit, mais c'est dommage qu'en France on n'ait pas ce concept-là. Et il serait peut-être bien de l'importer, quoi. Voilà. À la base, c'était ça, hein. Moi, Fait que j'ai toi, jamais bossé. en vivant cette première expérience-là, difficile, mal alimentée, avec pas trop Ouais. de connaissances, tu t'es dit, ça nous prend ça en France. Ça Ouais, nous parce prend- qu'en fait, il faut se rendre là, là. ouais, alors ça, c'est en équipe de deux. Quand je l'ai fait en équipe de deux, j'ai découvert vraiment. J'avais fait Ok. quelques grandes distances avant, mais pas non-stop pendant 9 jours, quoi, en équipe Ouais. de deux. Et après, j'ai voulu pousser le truc, aller jusqu'au bout du concept en me disant il faut absolument que j'aille au bout du chemin et que j'y aille seul. Vraiment faire la grande odyssée, 5000 bornes seul pour vraiment voir ce que c'est. Alors ça fait peur, hein. Quand on est sur ligne de Ouais. départ, on n'emmène pas large. Et puis en fait, je l'ai fait, j'ai réussi, donc j'ai vu ce que c'était, et c'est là où je me suis dit, bon, il faut absolument que ces émotions, les émotions que j'ai vécues, il faut absolument que je puisse créer un support qui permette aux ultracyclistes français, et autres, hein, pas que français, mais de vivre ça. Et c'est comme ça que je l'ai lancé en 2018, la première édition en 2018, sur mes congés, parce que je bossais, hein, Mhm. je bossais chez Apple à l'époque. Et sur mes congés, ben, on a lancé la première Race Cross France en 2018 avec 42 participants seulement au départ. Et puis après, ben, j'en ai eu 67 l'année d'après, 150 l'année suivante. Le Covid est arrivé en 2020. On a réussi à passer entre les gouttes avec des normes sanitaires. Et là, l'année d'après, c'est passé à 870 et après Ah oui, hein. 1150. Et là, cette année, on sera 1300, 1500. C'est qu'avec Euh, l'engouement du vélo, du sport et tout qui est arrivé oui, je avec le pense COVID, qu'après, tu sais, ici, on a vu les marchands vendre de plus en plus de vélos. Vous avez vu cet pareil. impact-là Ouais. directement sur vos inscriptions. Ouais, alors oui, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a eu un confinement très strict, hein. On ne pouvait pas sortir de chez nous pendant Mhm. 3 mois, hein. Moi, je suis resté 3 mois Ouais. dans l'appartement à Paris avec mes enfants. J'habitais Paris à l'époque, maintenant j'habite sur Lyon. Et donc, je pense qu'après, les gens ont eu envie de nature. Et il y a eu ce boom du vélo, effectivement. Et comme tu l'as justement dit, les magasins de vélos commandaient beaucoup, beaucoup de vélos, parce qu'ils en vendaient beaucoup. Et puis derrière, bah, je me suis dit, allez, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. J'ai quitté mon job et je me suis dit, je me laisse 2 ans pour que ça marche. Je me laisse 2 ans pour Ok. structurer le concept. Et puis bah, derrière, on a tout de suite développé en Belgique. Belgique, Paris, on a fait une Race Cross Paris qui passe dans la capitale. Et cette année, en 2026, on a 8 épreuves au calendrier. On commence au Portugal cette année dans un mois et demi. On fait le Portugal pour la première édition vers Porto. Ensuite, on va en Belgique, on a Paris, on a France qui est au mois de juin. Ensuite, on a une épreuve de gravel qui traverse la France, l'Italie, la Suisse en ultra-distance. On a la Race Cross Switzerland en juillet. On a Québec au mois d'août. On Mhm. parlera des formats et on termine en Espagne.
Et donc, Donc, tu es à la comme tête ça- du multinational comme de c'est cyclisme alors, maintenant. c'est ce que j'allais dire. Comme ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup, beaucoup d'investissement parce Oui. on reste une niche, hein. On n'est pas la masse du cyclisme, hein. C'est encore une petite niche. Vous parliez du trail tout à l'heure. Je pense qu'on a, allez, entre 10 et 15 ans de retard sur ce qui se passe dans le trail aujourd'hui. Mhm. Mais j'espère qu'on va combler ces 10 à 15 ans en beaucoup moins de temps que 10 à 15 ans. Voilà. Euh, et Et euh, ouais, comment vas-y. justement, on parlait de la Race Across America tantôt. Peut-être des auditeurs vont connaître aussi les courses comme les transcontinentales, ces choses-là qui sont en autonomie C'est juste. complète. Et là, quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences avec Alors, ces formats-là? c'est ce que je voulais parler du concept, parce que nous, c'est ce que je te disais, on n'a rien inventé, si ce n'est que notre concept est très particulier, puisque j'ai observé. C'est-à-dire qu'avant de lancer, je voulais faire de l'ultra-distance, mais je me suis dit, si je fais un 5000 km comme aux États-Unis, j'aurais personne au départ, enfin, ou très peu de Mhm. monde. Et donc, je me suis dit, il faut absolument éduquer les gens et surtout que les cyclistes prennent confiance en eux et le fait qu'ils soient capables de faire des grandes distances. Et donc, on a des références aujourd'hui. On a un 300K, un 500K, donc c'est des kilomètres, hein, un Mhm. 1000K et un 2500 km. Et aujourd'hui, même si le 500K, des fois il fait 480, mais il a beaucoup de dénivelé. Puis des fois il fait 540 et il a moins de dénivelé. Mais en tout cas, Mhm. ça reste des marqueurs comme l'Ironman à 70,3 ou ce genre de choses. Un peu Donc ça, des c'est le... badges, puis Exactement. c'est des préalables pour les autres après, des prérequis, Ex- excusez. Oui. Exactement. Et puis on a fait des codes couleurs. Donc chaque distance a sa propre couleur. Et comme ça, quand tu vois un dossard avec une couleur, tu sais que ce coureur-là, il est sur telle distance. Donc ça, voilà. Et ensuite, pour répondre à ta question, j'ai observé ce qui se faisait. Donc effectivement, tu as des courses qui sont comme les Transamérica ou comme la Transcontinentale, où tu n'as aucune assistance. C'est-à-dire que tu dois te Exact. débrouiller tout seul. Même entre coureurs, tu ne peux pas t'aider. Et puis à l'opposé, tu as la Race Cross America. Et la Race Cross America, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as obligatoirement une assistance Un véhicule qui te suit, motorisé, c'est ça, qui te avec suit non-stop pendant 12 jours ou 10 jours si tu mets 10 jours. Et moi, je me suis positionné au milieu. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, j'ai créé des bases de vie. Alors, c'est comme des petits oasis, on va dire ça comme ça. Sur une base de vie, tu as quoi? On te nourrit, parce qu'on te fait des plats chauds, on te fait un plat chaud, un plat froid. Tu peux t'hydrater, chaud, froid. Tu peux, sur certains endroits, te faire masser. Tu as des lits de camp, tu as des sanitaires, des douches. Un petit confort. Donc, sur ces bases de vie-là, tu peux avoir toute l'assistance que tu veux. Et ça, on Préparer en un... a au combien de... Il y en a deux par jour? Une par jour? Non, non, une par En jour, hein. moyenne? C'est entre 400 et 600 kilomètres. OK, Alors, c'est parfait. vrai que certains vont dire 400 kilomètres en une journée, ben oui, en ultra-distance. Nous, on a des participants qui, en C'est 24 réalisable. heures, sont capables de faire 700 bornes. C'est énorme. Mhm. 700 bornes dans la journée. Et en moyenne, oui, en moyenne, 400, c'est possible. Mais tous les 400 à 600 kilomètres, il y a une base de vie. Mais dès que tu sors de la base de vie, par contre là, tu ne peux plus avoir d'aide. Voilà. Donc à compter du moment où tu rentres sur la base de vie, tu peux avoir de l'aide. Et dès que tu ressors, c'est terminé. Voilà. Tu te Donc ça, il y a des débrouilles. qui l'ont très Si bien t'arrives d'un compris. pépin, s'il arrive quelque chose, t'es laissé à toi-même, il faut que tu t'arranges par tes Tout propres à moyens fait. pour continuer. Tout à OK. fait. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que là, je suis invité d'un podcast, mais j'ai également mon podcast depuis 6 Oui. ans en France. Et là, je sors un podcast au moment où on enregistre, hein, qui sort demain, avec Danny Bonneville, qui est québécois. J'ai Oui. justement écouté l'extrait aujourd'hui. Eh ben voilà, Danny, lui, il a compris. Il a compris, et c'est un des rares à avoir utilisé les bases de vie. Et son Ben, assistance, dans son défi Bonneville, c'est ça, c'est quand même beaucoup de kilomètres. il y a C'est bien lui? 808, il y Oui, a exact. 404 et 808, et il lève des fonds. Et sur SE Hmm. Cross France, Danny, il a levé 125 000 dollars sur SE Cross France. Wow. Et donc, lui, il avait son équipe avec lui, il avait 3 personnes, mais qui le rejoignaient sur chaque base de vie. Et donc, c'était pas de l'assistance, parce qu'entre les bases de vie, il ne les voyait pas. Nous, on les voyait parce qu'ils arrivaient une ou deux journées parfois avant. Mais sur les bases de vie, il se faisait masser, il avait son kiné, et il a tout compris. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis des bases de vie. Donc voilà le concept. Il est positionné entre une transcontinentale et une Race Cross America pour apporter du confort, mais en même temps de pouvoir te challenger. Et est-ce que le parcours est... est-ce qu'on atteint des balises, des waypoints, ou c'est plutôt un parcours tracé plus fléché au complet?
Non, ça aussi, c'est la particularité, hein. C'est que depuis qu'on a créé l'événement, les parcours sont reconnus, roulés, repérés, et on les change tous les ans. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, une partie du succès, c'est que les gens reviennent parce qu'ils ne roulent jamais la même trace, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un 300 km sur la même édition, ça ne sera pas le même 300 km. On essaie d'aller chercher les petites routes qui, à chaque virage, surprennent les participants, parce que quand tu fais de l'ultra, C'est aussi ça. ouais, la C'est plus une, grosse c'est une partie motivation, des émotions que vous allez chercher. oui, Oui, une des plus grosses motivations, c'est le parcours. C'est le non, parcours. clairement. Est-ce Mais que il n'y a les, pas est-ce que les nécessairement le. compétiteurs Oui, ont, vas-y. est-ce que les compétiteurs ont accès avant ou c'est le jour de la course, tu reçois ton parcours? Non, on envoie. Alors, on fait des illustrations, puisqu'on a déjà on sait où on veut aller. On fait des Des idées, illustrations ouais. plusieurs mois à l'avance, au moment des Mhm. inscriptions. Donc, pour certains événements, ça peut être 6 mois à l'avance. Mais on sait où on va passer. Et après, avec toutes les autorisations, les déclarations qu'on a à faire dans des préfectures ou dans des cantons, dans des provinces, on a des réponses qui sont parfois tardives. Mais Mhm. généralement, allez, on va dire 3 semaines avant l'événement, là, il y a le GPX officiel. Comme ça, les gens peuvent faire leur stratégie, se dire, ah, là, il y a une boulangerie, là, j'ai un Ouais, c'est ça. dépanneur, je m'arrête ici, je dors là. Et la stratégie Ça se met doit en quand place. même être, ça doit quand même être un gros challenge, tu sais, organiser un des plus gros, les gros défis sur notre sport, autant le vélo de route, vélo, peu importe, qu'on on passe sur les routes publiques. Vous Ouais. qui passez sur des chemins extrêmement longs, il doit y avoir des traversées, même si des fois il y a beaucoup de gravelle, des traversées de route principale. Est-ce que vous avez beaucoup de défis avec, comme tu disais, les cantons, les municipalités, Ouais. les provinces, de comme non, on peut pas passer là, telle journée, ça doit quand même être assez complexe parce qu'il y a beaucoup de traversées de villages puis de routes Ouais. principales sur 2 3 000 kilomètres. Ouais, ça c'est, écoute, dans notre structure, hein, parce que là, c'est moi qui suis mis en avant, c'est moi qui parle, mais j'ai une équipe, une grosse équipe Mhm. derrière moi, hein, qui m'accompagne. En temps plein, on est cinq personnes full-time sur le projet, donc dont une personne qui ne fait que ça, c'est-à-dire La contacter les cantons, coordination. les provinces, et puis après, comme on est présent dans 7 pays, bah, dans chaque pays, il y a une spécificité. Si je prends la Suisse, ce sont des cantons, et chaque canton est indépendant dans ses décisions. Si tu prends la France, tu fais une déclaration sur une plateforme, et cette plateforme va arroser tous les départements. Ah, bon. Donc en Belgique, c'est différent, en Espagne, c'est différent. Donc chaque pays a sa particularité, et donc on a une personne qui centralise tout ça. Mais oui, oui, c'est beaucoup de travail, et d'où l'importance d'avoir dans chaque pays où on est présent des coordinateurs. Mhm. Et donc à Québec, on a 2 coordinateurs qui habitent sur Montréal, qui sont Jessie et David, avec qui on travaille depuis 2 ans, et ce sont nos relais. Et dans chaque pays, on a des relais. En Belgique, on a des relais, en Suisse, on a des relais, parce que ce n'est pas de France où je vais pouvoir toucher les communautés. Ouais, Et c'est c'est pour ça. ça qu'on travaille avec des personnes. Alors, ce ne sont pas des temps pleins, ce sont des part-time, mais qui sont rémunérés avec des missions. C'est un contrat de Ils ont prestataire. des mandats, Ouais, ouais. exactement, exactement. On est très clair et très transparent sur ça. Et donc, ces personnes-là, eux, on les choisit parce qu'elles sont en capacité à parler à la communauté, à parler à des partenaires, à parler à des villes. Donc ça, c'est très très important. Et ça représente au total, parce que tout à l'heure tu me disais que j'étais à la tête d'une multinationale, tout, Ben tout oui. ça, tout ça représente à peu près 25 personnes qui nous accompagnent pour OK. Mais dans la nous mettre complexité de au. plusieurs pays, non seulement Exactement. pour les départements et les cantons, mais Il y a au les niveau de pays. la paie, au niveau des taxes, il y a tellement de. Ouais, c'est ça. C'est quand même toute une Exactement. aventure aussi, là. Moi, je vois ce côté administratif-là. Je sais Tout que à fait. c'est moins le sujet, là. Mais puis aussi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, les bases de vie aux 400 km, 400-500 km, comme tu dis. Quand on fait un défi sportif sur toute la journée, c'est tout à fait réaliste de pédaler ça parce on ne Oui, fait que ça de tout notre exactement. temps d'ensoleillement quasiment. Donc, est-ce que ça veut dire, là, je m'en vais sur la nuit, là, je m'en veux parler de sommeil, tout ça. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un comme moi, qu'il faut qu'il dorme peut-être plus que 4 heures? Je sais que 4 heures, c'est la best practices, là, mais si quelqu'un veut dormir 6 heures, 6 heures et demie, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, alors, ça, on a vu les choses évoluer sur le sommeil. On a vu les choses énormément évoluer sur le sommeil. Et il y a quelques années, quand tu disais que tu faisais de l'ultra, et quand tu disais bah, comment je dois me faire pour dormir, on te disait bah, tu pédales jusqu'à ce que tu t'endormes sur le vélo, et puis quand tu Ouais. t'endors, tu dors dans le fossé et tu repars.
Voilà, c'était un peu ça il y a quelques années, hein. C'est ça que j'ai pas aimé, ouais. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc nous, en tant qu'organisateur, moi j'ai eu le regard sur la sécurité. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer à avoir les coureurs qui titubaient sur la route, à faire des zigzags parce qu'ils étaient plus lucides. Et donc, il y a 3 ans de ça, j'ai pris contact avec un spécialiste du sommeil, qui est très connu dans le trail et qui accompagne des navigateurs. Et je lui ai demandé de m'accompagner pour mettre en place une règle qui allait limiter. Alors, ce que je voulais pas, c'est contraindre les coureurs à s'arrêter, mais je voulais qu'ils se challengent quand même et qu'ils aient cette sensation de fatigue et de rouler fatigué. Mais je voulais pas les emmener dans le mur. Et donc, ce spécialiste du sommeil m'a fait 34 simulations. Et donc, en fait, la simulation, c'est tu as une phase verte, une phase jaune et une phase rouge. Et après, ben, sur un axe, tu as les heures de sommeil et sur l'autre axe, tu as les kilomètres. Et donc, on s'est rendu compte que si on emmenait les coureurs à les laisser rouler 2 nuits de suite, là, on les emmenait dans une zone de danger. C'est-à-dire perte de lucidité, hallucination. Et après, si tu t'endors sur le vélo, ce qui est possible, hein, moi j'ai déjà vu, tu peux t'endormir sur le vélo. Tu peux t'endormir alors que tu fais un effort physique. Ben, si tu vas du mauvais côté de la route et que tu te prends un camion, ça peut être quand même compliqué. Et donc, on a mis en place cette règle-là, qui était de dire, toutes les 36 heures, les coureurs doivent s'arrêter au moins 4 heures. Donc, on ne peut pas le contrôler, hein. C'est-à-dire que le coureur, s'il s'arrête 4 heures et qu'il ne dort pas, ben, on ne peut pas contrôler le sommeil parce qu'il faudrait que ça soit du déclaratif. Donc, c'est compliqué. Donc, par contre, le GPS nous indique très précisément, à compter que le coureur s'arrête, l'accéléromètre dans le GPS s'actionne et il y a un compteur qui tourne. Voilà. Donc, depuis qu'on l'a mis en place, on a moins d'accidents, les coureurs vont plus vite parce qu'ils ont dormi plus, ils se sont arrêtés plus, et donc ils finissent dans un meilleur état. Alors, ils sont fatigués, bien évidemment, mais ils profitent beaucoup plus de leur aventure parce qu'ils se rendent compte que, avec ne serait-ce que 2 heures de sommeil en plus par jour, sur un 2500 km, la moyenne, elle est de 8 jours. Hein. Donc, 2 heures par jour pendant 8 jours, tu vois la différence sur ta santé. Hein. C'est ça, parce qu'on parlait de 4 heures. On peut penser que c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui écoute ça et qui connaît moins le sujet, mais il y en a qui dorment c'est des 15 minutes, puis des 1 heure, 2 heures. Exactement. C'est 4 le heures par minimum nuit, que vous avez mis. 4 heures par nuit en ultra, si tu fais 4 heures par nuit en ultra, mais tu dors vraiment 4 heures, honnêtement, tu profites vraiment de ton aventure. C'est dur, t'es fatigué. C'est dur, t'es fatigué, mais tu n'es pas HS quand tu arrives. Est-ce qu'il y a moyen de, mettons pas si, moi j'ai ma tactique puis je me pense plus fin que les autres, est-ce que je peux me dire dans mon 36 heures, je vais fractionner mon 4 heures, j'arrête. Tu peux. C'est ce que moi je pense que c'est mieux de faire des 30 minutes, faire 8-30 minutes dans mon 36 heures de pause, ou est-ce que je peux le faire, je peux le positionner de la manière que je veux? Ouais. Tu peux le positionner comme tu veux, mais ce que le spécialiste s'est rendu compte, parce qu'en fait, quand il vient sur nos événements, il équipe les coureurs d'un bracelet, comme un peu un bracelet Whoop, hein, tu vois, mais c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que là, il sait vraiment si les gens dorment. Eh bien, on s'est rendu compte que les coureurs qui avaient cette stratégie de dire « je dors 30 minutes toutes les 3 heures », par exemple, eh bien, au final, ils ne se reposaient pas vraiment. Et que la meilleure stratégie en ultra, c'était le fameux 3 heures, 5 heures. Parce que c'est ici que ton cycle circadien est habitué à dormir. Et c'est dans cette phase de tranche horaire-là qu'on se rend compte que c'est là où tu récupères le mieux. Donc quand tu fais de l'ultra, si tu décides de faire ta pause sommeil, il faut la faire entre 2h et 5h du matin, là, dans ces eaux-là. Dans la nuit. C'est là où c'est efficace. Voilà, c'est là où c'est efficace. Et on s'est là qu'on est censé dormir. Ben, c'est comme quand on allait en boîte de nuit, là. Je veux dire, on était très énervés, mais vers 2-3 heures du matin, malgré toute notre jeunesse, le cerveau voulait juste aller dormir. Ouais, c'est un peu imagé, mais... Non, mais c'est ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Parce qu'on a mis en place un centre de sécurité, hein, ce que moi j'ai appelé un PGO, un poste de gestion opérationnelle. On reçoit les appels de secours ou d'alerte des participants. Et on s'est rendu compte qu'après cette phase-là, la phase qui est entre 6h et 9h du matin, eh bien on a beaucoup de coureurs qui sont désorientés. C'est-à-dire qu'ils nous appellent parce qu'ils ne savent plus s'ils sont sur la bonne route, ils ne savent plus s'ils sont dans le bon sens. Il y a une désorientation et en fait ce spécialiste du sommeil me disait que dans le trail c'était exactement pareil. Entre 6h et 9h du matin, en tout cas là je ne saurais pas l'expliquer, il faudrait vraiment qu'on creuse,
eh bien, on se rend compte que les participants, au lever du jour, beaucoup nous appellent pour dire est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je ne vais pas dans le sens inverse, est-ce que je ne suis pas perdu. Il y a un brouillard mental, et c'est pour ça qu'on renforce, nous, le PGO à ce moment-là, parce qu'on sait qu'on va avoir plus d'appels de gens qui sont un peu perdus. Donc, il n'y a pas de pause pour les employés du PGO. Non, nous, tout le matin. Pour nous, c'est C'est après. particulier. Ouais. On fait un événement Québec cette année, c'est 10 jours d'événements non-stop, 24 Du 13 au 24. 26, oui. Exactement. C'est Donc 26. pendant tout ce temps-là, il va y avoir minimum 2 personnes qui seront derrière les écrans à attendre un appel des participants pour les aider. Donc oui, ça reste un événement en termes de logistique et d'infrastructure assez solide. Ouais. Mais justement, vous l'avez fait déjà l'année passée. Est-ce que c'était la première édition? J'ai vu Non. le After Movie sur YouTube, mais où est-ce qu'on en est, là? Québec, cette année, ça sera la 3e édition. Ah, La déjà, bon. première édition, c'était une année où on s'est dit, moi je ne connaissais pas la communauté québécoise, donc je voulais un peu voir comment ça allait réagir aussi, et donc on avait fait qu'un 300 et un 500. Et j'ai vu qu'il y avait un gros engouement. Et surtout, je pense que c'est culturel. C'est-à-dire que vous, ici, vous aimez l'outdoor. Vous aimez l'outdoor, vous allez sur une course, vous campez avant, vous campez après, ça ne vous pose pas de problème. Nous, en Europe, on ne voit pas ça. Les gens viennent sur une course, ils terminent la course, ils rentrent chez eux. Voilà. Il n'y a pas cet esprit, on partage entre la communauté, on se raconte ce qu'on a vécu. Ici, vous avez ça, vous aimez. Ouais, c'est un style de vie, là. Exactement. Et donc l'année d'après, on a mis le 1000 km. Donc en 2025, on a ajouté le 1000 km. On a vu qu'il y avait toujours autant d'engouement. Et là, j'ai dit à David et Jesse, allez, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut faire le 2500. Parce que le 2500 n'existait dans nos formats qu'en France. Hein. Les autres événements, Suisse, Espagne, Portugal, n'ont pas de 2500 km. Ça s'arrête à 1000. Et donc, comme ça, on a 2 formats très très longs. Un en Amérique du Nord, Québec. Donc, ça veut dire que les gens en Amérique du Nord, s'ils veulent se challenger, il n'y a pas beaucoup d'autres événements en semi-autonomie, à part la Race Across America, mais c'est 5000 bornes et ce n'est pas les mêmes budgets. Ouais. Et donc, en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, cette année, on lance un 2500 km. Et on a même rajouté un 200 km. Alors, vous allez me dire, ouais, mais 200, c'est pas d'ultra. Mais là, le 200 km sera uniquement de nuit, avec un départ à 20h et 12 heures pour faire les 200 km. Ah oui, quand même, oui. Mettons, si on parle un peu de budget, je pense, pour les gens qui s'avancent, qui se lancent dans ce genre d'aventure-là, on comprend que la Race Across America, il y a tout un staff motorisé, on est capable d'imaginer. Mais là, mettons, j'ai déjà fait des courses qui faisaient partie de l'UTMB Series, puis tu as besoin dans ton sac une panoplie de choses, puis au final, pour le commun des mortels, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas... Ton sac commence à te coûter cher si tu t'inscris qu'à cette course-là, par exemple. Donc, mettons, est-ce que vous avez aussi, mettons, au départ, des bike checks, des bag checks pour dire, OK, pour partir dans l'aventure, tu as besoin de tout ça, puis à quoi ça peut ressembler un peu toute cette panoplie de trucs? J'imagine qu'en vélo, il y en a plus qu'à la course à pied. Donc, à quoi ça peut ressembler pour un participant d'un 1000 ou d'un 2500? Ouais, c'est intéressant aussi ta question parce qu'effectivement, on a introduit le matériel obligatoire en 2020. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des cyclistes qui partaient à l'abordage dans les Alpes sans avoir de veste, sans avoir de protection. Et quand tu te retrouves, parce qu'on a eu des coureurs qui nous ont appelés en détresse, hein, quand tu te retrouves à 1h du matin au sommet du Galibier, sous une tempête de grêle, eh ben, je peux te dire que tu nous appelles et tu nous parles comme si tu avais 5 ans et tu étais terrorisé. Hein. Ah oui. Donc on a dit, ça c'est plus possible, il faut protéger les coureurs contre eux-mêmes. Et donc on a mis en place le matériel obligatoire. Et dans ce matériel obligatoire, tu as, notamment pour ceux qui partent sur du 1000 et 2500 km, bah, tu as une protection Gore-Tex, tu as une doudoune, tu as des jambières, tu as des manchettes, tu as un tour de cou, tu as un bonnet, tu as des gants. Tu as des lunettes de soleil. Alors, tu vas me dire, des lunettes de soleil, bah, on voit des parties. Le vainqueur du 1000 km d'une de nos éditions a fait 1000 bornes sans lunettes. Il est arrivé, je peux te dire qu'il avait les yeux explosés. Donc, c'est ces gens-là. Ah ouais. En fait, si t'es mieux, au début, ça interpelle et on nous dit, mais pourquoi j'ai besoin d'une doudoune?
Mais à l'arrivée, les gens nous disent merci parce que la doudoune m'a Merci. sauvé la vie parce que sinon j'avais trop froid, j'aurais abandonné. Donc on a mis en place J'ai du déjà matériel vécu une obligatoire. tempête de grêle au sommet d'un col, là, puis Ah, j'étais c'est content terrible. qu'il y avait, Tu j'étais pleures. content que moi j'avais des bagnoles, on avait des bagnoles oui. qui nous suivaient, mais tu heureusement. Ah oui, il fait très pitié, eux, là, oui. Ah, Mais et quand tu même, pleures. c'est impressionnant. Donc on a mis en place ce matériel obligatoire. Après, oui, ce qui coûte cher effectivement dans notre sport, c'est le matériel parce que tu as la lumière Mhm. aussi, c'est très important, on roule de nuit. Et je pense que, alors hormis le vélo bien évidemment, mais le plus gros budget, c'est la lumière. Il faut que la lumière Mhm. te permette, d'être en sécurité, d'être vu, mais surtout de voir confortablement quand tu roules la nuit. Alors maintenant, tu as des lumières à plusieurs vitesses. Tu as 2, 3 vitesses, et en fonction si tu as une voiture qui vient, un peu comme les pleins phares sur ta voiture. Ouais. Et ça, c'est très très important, mais ça coûte très très cher. Une lumière avant, ça coûte. On est sur peut-être, oui, on est peut-être sur du 400 dollars canadiens, ce genre de choses. Mais par contre, tu vas la garder à vie. Mais par contre, elle va être vraiment confortable. Tu vas pouvoir rouler confortablement. Pareil Mhm. pour la lumière arrière. Après, t'as tout le textile hein, qui est aussi un budget. T'as l'alimentation si tu veux correctement t'alimenter, Les ça a sacs un aussi, certain coût. Les sacs les d'équipement, sacoches, la ouais. bagagerie. Si tu veux faire ton aventure et dormir uniquement, certains choisissent d'aller en motel, c'est aussi des budgets. Mhm. Donc je dirais que au départ, il faut définir ta stratégie. Et je pense que surtout au départ, quand tu te lances dans l'ultra-distance, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un one-shot. Faut pas se dire, Ouais. allez, je tente une fois et après je passe à autre chose. C'est dommage parce Mhm. que c'est vraiment un sport qui nécessite de l'expérience. Ok. C'est vraiment un sport qui nécessite de savoir comment ton corps va réagir au bout de 2 jours, 3 jours, 6 jours de vélo. Ton corps, il réagit différemment. Mais Mais tu si parlais tu n'y es tout pas au... allé une première fois, tu ne le sauras pas. Ouais, exact. Je me sens mal là, d'avoir raconté mon abandon. Mais justement, en début d'épisode, mais tu parlais aussi des les émotions que ça t'a fait vivre malgré Ouais. la première expérience difficile et par la suite, j'imagine. C'était quoi ces émotions-là? On a parlé des paysages, des décors, mais à part ça. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire qu'une épreuve d'ultra-distance, c'est les émotions d'une vie qui sont condensées en 1000 km ou 2500 km ou 5000 comme pour moi aux États-Unis. Mais tu passes par toutes les étapes. Hein. Tu rigoles sur ton vélo, tu chiales sur ton vélo, tu cries sur ton vélo. Toutes les phases du deuil Ouais, tu passes par des tas de tes jambes. d'émotions. Et puis après, tu as t'as cette fameuse sensation du flow, la zone qui est Un genre d'état de extraordinaire. grâce, là, Ouais, que c'est ça. malgré la fatigue, malgré que c'est la Ouais, troisième journée, je roule à ouais, 40 km/h, je sais pas ouais, pourquoi, là, ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. J'ai Alors connu avec ça. l'expérience, Ouais, si, ouais. avec l'expérience, tu sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ouais. Donc, tu es un peu plus prudent, t'es un peu plus prudent. Mais la première fois que tu la vis, tu mets tout ce que tu as dans les jambes. Effectivement, ça fait 4 jours que tu roules, et là, tu te dis, mais comment c'est possible que je roule à 40, j'ai pas dormi de la nuit? Parce que tu rentres dans une phase de flow, on appelle ça le flow, c'est-à-dire où tu as une sorte de déconnexion de ton corps, et tu as une sensation de flotter, en fait. Tout est sous Tu deviens une contrôle. machine. Ouais, il peut Tu rien deviens une t'arriver. machine. Il Ouais. peut rien t'arriver, tout est sous contrôle. Donc ça, c'est une émotion qui est très particulière et que les ultracyclistes, comme dans le trail, et je pense que c'est même tous les sports d'endurance qui sont comme ça, cette émotion-là, tu as envie de la revivre. Et donc c'est aussi en partie pour ça que tu reviens. Mais sinon, après, les émotions, tu les vis toutes. Hein. Tu as peur, tu as froid, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais là? Je serais bien mieux chez moi dans mon canapé. Ça, tu te la poses la question, et c'est pour ça que quand tu te lances sur une épreuve d'ultra, il faut que tu saches pourquoi tu es là. Voilà. Il faut que tu aies Et la c'est- réponse. Il faut que tu aies la réponse au C'est pourquoi. ça, c'est quoi ça, Parce que ce le pourquoi, tu pourquoi-là, l'auras. tu sais? Le pourquoi, tu l'auras. Donc, si tu sais pas répondre au pourquoi, il y a de fortes chances que ça soit l'abandon. Si tu sais Exact. répondre au pourquoi, tu vas continuer. Ouais, puis c'est toujours ce qui est embêtant, peu importe le défi qu'on fait, même. C'est même en fin de semaine, on faisait une petite compétition d'une après-midi, puis et on peut toujours se demander pourquoi je suis pas chez moi sur mon canapé, justement, mais on passe beaucoup de temps quand même chez nous, même si on est super dans une très grosse saison sportive. Fait que c'est toujours cet appel-là de l'aventure qui doit venir nous chercher, mais ouais, c'est très important le pourquoi, puis... où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est beaucoup d'émotions, justement. Je vous dirais. Ouais, J'ai nous, le on goût voit de beaucoup, réessayer ça. J'ai le goût de réessayer. On voit beaucoup de coureurs qui, à l'arrivée, hommes et femmes,
pleurent, hein. Sur une ligne d'arrivée, il y a beaucoup d'émotions de gens qui disent Mhm. j'ai réussi mon défi en fait. Et ça aussi, c'est une émotion qui marque. Est-ce qu'il y a, c'est à peu près, parmi justement les quelques 500 épisodes de podcast, je crois que tu as pu faire depuis 6 ans, est-ce que les raisons, les émotions que les gens vivent, est-ce qu'il y a certains patterns, certaines raisons qui reviennent, pourquoi les gens se lancent là-dedans, qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils reviennent? Est-ce qu'il y a quelques thèmes qui viennent à l'esprit? Ouais, je pense qu'il y a un trait commun, c'est que c'est que généralement, tu as quelque chose à prouver, soit à toi-même, soit à quelqu'un. Mais il y a quand même cette envie d'exister qui est quand même le moteur. Voilà. Certains, des choses à se prouver à eux-mêmes. D'autres, c'est à prouver à quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement... Quand tu fais de l'endurance, ça peut être un alpiniste, hein. Moi, j'ai fait des podcasts avec des alpinistes qui sont restés 5 jours dans Yosemite, dans un mur d'1 kilomètre, 5 jours pour arriver au sommet. Enfin, faut s'imaginer le truc, quoi. Il y a des Avec un petit navigateurs, campement là, sur la paroi, ouais, là. c'est ça. Des navigateurs qui partent faire le tour du monde à la voile, des gens qui partent dans les pôles. Enfin, j'ai quand même fait effectivement beaucoup d'épisodes. Et puis, il y a cette envie aussi de se sentir vivant, hein, tout simplement. De se dire, est-ce que j'en suis capable, en fait? Est-ce que j'en suis capable? Oui, Ça, c'est de voir les limites, la limite de ton ouais, corps, te ouais, prouver, puis tu sais, comme exactement. tu disais, là, des fois on est mieux, on se dit, tu sais, c'est sûr, c'est facile de se dire, ah, je serais mieux dans mon divan, mais tu sais, je pense c'est des types, moi, ma femme a dit souvent, c'est des type 2 fun. Tu sais, c'est pas le fun quand tu le fais, mais quand tu le finis, tu es tellement content de C'est l'avoir exactement ça. C'est accompli. exactement ça. Tu te Moi, dis, je dis puis souvent, justement, hein, dans notre petite course de dimanche, maintenant, j'ai rarement envie de m'éclater comme j'ai pu tellement le faire pendant ma carrière. Puis là, je forçais, puis après, c'était 5 kilomètres de course en raquette, puis je suis parti plus vite que je pouvais. Puis là, après comme 5 minutes, je me disais, c'est tellement dur, pourquoi je fais ça? Ouais, puis là, Puis le temps finalement, était distorsionné, là, c'est comme oui, 10 c'est jours. ça, mais, C'est ça, 5 mais ça reste, tu sais, quand t'es dans un effort, puis tu te pousses, c'est le dépassement de soi, tu sais, de réussir, puis là, tu finis, puis t'es comme, ben, j'ai réussi à me dépasser le plus loin que je pouvais, puis là, je suis fier de moi, puis là, les endorphines embarquent, puis tu te rappelles, ah, c'est c'est pour ça que j'ai exactement voulu ça. faire ça. C'est exactement ça, c'est ce que je dis souvent en ultra. La satisfaction, en fait, elle n'est pas dans l'instant, hein, parce qu'il y a des fois, c'est très difficile. Tu as mal partout, tu as mal aux fesses, tu as mal aux jambes, tu as mal aux genoux, tu as mal à la nuque, enfin, tu as mal partout. Mais par contre, quand tu termines, bah, généralement, les gens nous disent plus jamais, et puis quand on les recroise le lendemain, ils nous disent c'est quand l'année prochaine, tu vois. C'est ça. Ben oui, parce que ça t'apporte une satisfaction. Et moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que quand tu fais ces grandes distances-là, ces 1000, ces 2500 km, que tu es 8 jours sur le vélo, je dis toujours que c'est un point d'appui pour la vie future. C'est-à-dire, quoi qu'il Mhm. t'arrive après dans ta vie, personnelle, professionnelle, si tu as été capable de trouver les ressources pour faire ça, tu peux avoir confiance en toi, tu sauras trouver les réponses adéquates. Non, c'est vrai, il y a le sport, c'est l'école de la vie pour bien des choses. On se Exactement. rappelle une dizaine de fois qu'on a touché le fond de toutes sortes d'endroits et Ouais. toutes sortes de situations. Puis après, si les choses deviennent moins stressantes ou plus faciles. Mais justement, en parlant de difficultés, parle-nous d'un peu cet exploit-là d'aller jusqu'au Cap Nord, tout au nord de la Ah, ça, Norvège, le point c'était. le plus au nord de l'Europe. Alors, Là-bas, est-ce que tu avais assez d'une doudou ou tu prenais plus que ça? ça, c'était une sacrée aventure aussi, hein. C'était sur l'asphalte ou Alors, pas c'était du tout? sur l'asphalte recouverte de glace, Ouais, c'est ça. parce qu'en fait, j'ai décidé d'y aller. En fait, pour la petite histoire, ça a été en fait beaucoup de frustration qui m'ont amené à faire ce projet. Parce qu'à la base, je devais partir tenter de battre le record du tour du monde à vélo. Tout était planifié, j'avais levé de l'argent avec des partenaires. La date du départ était fixée, donc je devais partir en mai 2021. Et le C'était pour Covid combien est de arrivé. jours, le record? Ah, j'avais tablé sur Excuse-moi. le record à l'époque était de 124 jours OK. sans assistance, hein, parce que Marc Beaumont, lui, l'a fait avec assistance en 80 jours, je crois, ou 79. Mais les budgets étaient de 500 000 euros. Ça n'avait aucun sens de lever 500. Enfin, moi, à mon avis, c'est que ça n'avait aucun sens de lever 500 000 euros pour faire quelque chose de personnel et Mhm. que très peu de personnes étaient en capacité à faire, parce que qui peut aujourd'hui aller récupérer 500 000 euros d'un partenaire? Enfin, c'est pas commun. Donc je me suis dit, bon, je vois pas le sens, en tout cas pour moi, et donc je me suis dit, je vais le faire sans assistance.
Et donc tout était calé, le Covid est arrivé, et Le Covid arrive. moi j'avais une fenêtre pour le faire, et ça a tout remis derrière. Et je me suis dit, comme je ne peux pas faire le tour du monde, je vais faire le tour de France par les frontières et le littoral. Et donc j'ai fait 5000 bornes, parce que le tour de la France par les frontières et le littoral fait 5000 km. Le vrai Et Tour bon, de France. Ouais, exactement. Voilà. Pas les miens, là. Pas Comme les miens. comme les gens l'imaginent quand ils C'est connaissent pas la pas ça. même Ouais. vitesse, c'est pas la même vitesse. C'est pas la même vitesse. Mais pendant ce Tour de France, quand j'ai fait le col de la Bonnette, en plein jour, j'ai eu froid, mais terriblement froid, et plus je montais, plus je m'habillais. Et après avoir terminé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu froid? C'est pas normal, il faut que je trouve mes réponses quand même. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'aller me confronter au froid. Et d'aller, on pouvait toujours pas sortir des frontières, les frontières étaient fermées encore à cette époque-là, hein. Et donc je dis, je vais aller le plus haut de l'Europe, à vélo, et au mois de janvier. Et donc Ah, c'est le ok. Cap Nord. Et donc c'est le Cap Nord, et j'y suis allé en mois de janvier, à des températures entre moins 10 et moins 33 affichés compteurs. Alors, donc le ressenti probablement moins 45. Et donc tu roules avec des pneus qui ont 300 clous, tu roules sur la glace, tu es équipé, tu ne laisses rien dépasser de ta peau parce que sinon elle est brûlée. Ben non, c'est sûr. Et puis, tu es dans une concentration. Moi, c'est un de mes plus beaux moments de vie, hein, ce moment-là, le plus effrayant. Mais je me suis Oui. senti. Pour rien au monde, j'échangerais ce moment-là contre un autre parce que j'ai vécu un truc. Mais alors, c'est pareil, c'est pas dans l'instant, hein. Là, dans l'instant, j'avais peur. Parce que je me suis dit, si je crève, il m'arrive quelque chose, je peux pas sortir mes gants, je peux pas réparer, c'est foutu. Donc, je n'étais pas rassuré. Mais une fois que tu l'as terminé, tu te dis, wow, c'était quand même génial de pouvoir monter sur le toit de l'Europe à oui, vélo mais au mois de janvier. moi, j'avais pas compris que c'est au mois de janvier. Juste aller au Cap Nord, c'est Ouais, quelque non, chose. c'était- Tu as traversé la Norvège au complet ou tu es parti d'un certain endroit pour faire ça? Je suis parti de Luleå en Suède. Ok. Et donc, je l'ai fait en 2 chapitres parce que là aussi, il y avait le Covid. Et quand j'ai voulu traverser à la base, le premier parcours était la Norvège. Ensuite, en Suède, pardon. Je basculais en Norvège et je remontais tout par la Norvège jusqu'au Cap Nord. Et puis, à la frontière norvégienne, les gardes frontières n'ont pas voulu me laisser passer parce que la Norvège était totalement fermée. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas norvégiens ne pouvaient pas rentrer en Norvège. Et donc, j'ai dû rentrer en France. Et quand ça a été un peu mieux au niveau du Covid, il fallait être vacciné. Enfin, il fallait montrer patte blanche. Là, j'y suis retourné, mais on a pu passer avec des contrôles, des tests PCR, le coton-tige dans les narines, là, qui faisaient effet uniquement pendant 24 heures. C'est-à-dire que toutes les 24 heures, si tu voulais passer une frontière, il fallait faire un test. Donc je peux te dire que je perdais pas de temps sur le vélo, je pédalais plutôt vite. Parce que C'était les belles années, hein? J'en avais marre Les tests d'avoir PCR. des cotons-tiges dans le nez. Ah. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à passer par la Suède, la Finlande et la Norvège pour accéder au Cap Nord. Puis Mais est-ce que tu c'était, dormais magique. dehors? Non, là j'étais pas Ok. l'aventurier. Non, j'étais. Ok, fait que Non. Je la dormais journée, chez ouais. l'habitant, chez les éleveurs de rennes ou dans les motels. Puis du Mais coup, par est-ce que tu contre, dirais que ça a wow. fonctionné? Est-ce que tu tolères mieux le froid maintenant? Est-ce que Es-tu retourné dans la bonnette, dans C'est ça, la monter cime de dans la la bonnette bonnette. depuis? Oui, j'y suis retourné. J'y suis Ok. retourné. Alors, je dirais que je suis toujours aussi frileux, mais par contre, je sais, en fonction de la température qu'il fait, je sais comment m'habiller. C'est-à-dire, s'il y a un moins 15 ou un moins 20, je saurai quel textile il faut mettre. S'il fait un moins 15 ou un moins 5, je saurai quel textile il faut mettre. Et si, pareil, s'il fait moins 30, je saurai aussi quel textile il faut mettre. Donc, je dirais que j'ai toujours peur du froid, mais par contre, je sais que Une avec connaissance le beaucoup plus bon grande. textile, tu peux être, tu peux être confort. Tu peux être confort. Et qu'est-ce que les gens disaient? Parce qu'il y a souvent ce proverbe norvégien-là qui dit il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais vêtements. Puis on répète ça, on se Ouais, dit ça ben- entre nous ici. Est-ce que je sais pas, est-ce que C'est les ça. Norvégiens disent vraiment ça? Bah, les À travers Norvégiens- les éleveurs de rennes puis tout ça que vous croisiez? Alors déjà, les éleveurs de rennes, quand ils me voyaient arriver avec ma veste en Gore-Tex, ils voulaient l'échanger, ils voulaient me donner une veste en peau de renne, tu vois, parce qu'eux, ils estimaient que c'était Ah du bah carton. Tu vois, pour eux, ils voyaient du Gore-Tex, ils disaient, mais pourquoi tu as du carton? Moi, je te passe une veste de renne et c'est bon. Et Ouais, puis c'est après, la meilleure chose qu'ils bah qu'ils oui. peuvent pas offrir, là, ouais. pour eux, c'était, ils comprenaient pas. Et c'est surtout que non, eux, il y a des automobilistes qui sont venus à côté de moi, qui ont baissé la fenêtre et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait moins 30.
qu'est-ce que tu fais là? Rentre, T'en vas où, rentre, là? monte dans la voiture, T'en tu vas vois. où? Monte dans la voiture. Donc ils étaient très surpris, effectivement, très très surpris, ouais. Mais c'était cool, Wow. c'était vraiment une c'était des beaux moments. Ouais, beau Ouais, souvenir. ça doit. Mais est-ce qu'il y avait, je pense un peu au Seigneur des Anneaux, là, est-ce qu'il y avait un voyage de retour, là, où c'est d'embarquer dans la voiture rendu au bout, là? Non, Vous une fois revenez que pas en j'étais au vélo? Cap Nord, j'ai bien profité de l'instant de me dire, putain, je l'ai fait, quoi. Je suis Ouais. monté au Cap Nord en vélo, par en plein hiver, sur des routes glacées. Ça, c'est vraiment un moment, c'était un beau moment. Et puis après, ben, avec l'équipe de production qui est avec moi, on est redescendu tranquillement, tranqulement Puis, direction la France. donc, il y a une vidéo de ça, un film, Oui, il y a un quelque chose? documentaire qui est sur la plateforme qui s'appelle Uptrack. Que On va essayer de trouver ça. si tu tapes North Calling, tu peux le trouver, ouais. North Calling, Uptracks, qui est une plateforme française, alors peut-être européenne ou internationale, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, oui, le documentaire est disponible sur ça. Ah, je vais essayer de le trouver certain, puis Et ouais, je c'était prendrai un génial. VPN au pire, Franchement, si on peut pas y avoir accès. franchement, c'était génial. Wow. Ah, ben c'est incroyable. Eh ben, je voulais voir un peu pour les gens qui nous écoutent, tu sais, où tu ciblerais là, le Race Across, les Race Across Series par rapport, tu sais, aujourd'hui, il y a des courses de gravel, il y a des courses Ouais. de route, il y a des Ouais. courses il y a des courses de cyclocross, il y a des courses de longue distance. Les courses d'endurance comme ça, est-ce qu'on est sur des courses de route? Est-ce qu'on est sur des vélos de gravel? C'est une bonne question. C'est où ça se situe un peu tout ça? Ouais, c'est une très bonne question alors effectivement, il y a eu une explosion du gravel depuis quelques années sur le circuit, hein, ça Mhm. c'est clair, hein, depuis l'après-Covid, qui est selon moi d'ailleurs venu un petit peu couper l'herbe sous le pied au vélo électrique sur route, Oui. parce que ça commençait à arriver, le gravel est arrivé et le vélo électrique sur route a totalement disparu. Donc on a tenté de faire du gravel les 2 années passées, et puis on s'est rendu compte qu'en fait le gravel, là aussi c'est mon avis personnel, mais c'est avant tout un produit marketing. Et qu'en fonction des régions où tu es, bah, tu peux pas faire du gravel. Voilà. Vous, au Non. Québec, vous avez des belles Ouais. pistes de gravel. Au Colorado, ils ont des belles pistes de gravel. Mais quand tu es en Île-de-France, t'as pas de piste de gravel. Tu as des forêts. Non. Tu as des forêts, mais t'as pas de gravel. En Suisse, dans le Jura suisse, c'est sympa à les rouler, mais c'est pas des pistes de gravel comme à Gironde. Et donc, on a arrêté de faire du gravel. Donc, sur nos événements, il n'y a plus de gravel, hormis une seule Ok. course qui s'appelle la GRALPS, Gravel Across Alps, qui part de la Côte d'Azur, au bord de la mer, pour finir à Crans-Montana en Suisse. Et là, on traverse les Wow. Alpes par la route du Turin-Nice, du mythique Turin-Nice en gravel. C'est Et vous, Québec, eh ben, vous êtes le seul événement qui est all-road, on va dire, puisque tu vas trouver Ok. du bitume et tu vas trouver des pistes de gravel. Ben oui, parce que vous allez quand même un peu dans l'arrière-pays, là, derrière Tout à des fait. Laurentides, de la Naudière. Ouais. Puis en Gaspésie, Ouais, ouais. évidemment, la grande boucle fait le tour de la Gaspésie. Peut-être qu'il y a des Exactement. secteurs là aussi. C'est Ouais. assez impressionnant pour ceux qui écoutent d'aller voir ces parcours-là. C'est quoi la route que tu as dit à travers les Alpes? C'est la Ça route s'appelle mythique. GRALPS. GRALPS. Est-ce que c'est un GR. chemin plus il y a plusieurs Ça fait centaines d'années? non, c'est un événement qu'on a créé de A à Z il y a 3 ans. Ouais, mais je veux dire, le sentier que vous empruntez, est-ce que c'est des Oui, le genres de routes Turin-Nice. millénaires, là, ou quelque Oui, chose comme ça? oui, le parcours, le Turin-Nice classique, c'est un parcours qui est quand même très très connu chez nous en gravel, hein, qui passe par des C'est-tu la magnifiques. traversée des Alpes? C'est la Ouais, c'est un traversée peu des ça. Alpes Ouais, sur les chemins. ouais, c'est ça. Je Un l'ai fait chemin il y a pédestre. 2 ans. Ouais. Je l'ai fait il y a 2 ans en VTT. En Ouais, VTT ouais, électrique, alors, justement. c'est du gravel alpin, attention, hein. C'est vrai que c'est pas du Ouais, VTT. ouais. Tu peux pas aller sur ces chemins-là avec un Pinarello et en 35 mm. Non. Non, ouais, c'est du gravel alpestre, voilà. Mais au moins, c'est clair, on traverse les Alpes par des sentiers, voilà. Mais c'est pas le gravel de Gironde, voilà. Il y a uniquement sur Race Cross Québec où les parcours empruntent et du bitume et de la piste. On est vraiment sur de la belle piste, on n'est pas sur du chemin forestier. Fait qu'on peut être sur un vélo plutôt route, mais Ouais, avec des bons pneus, quoi. ouais, complètement. T'as des Ok. 32, ça passe sans aucun problème. Même des 28, ça peut passer, je pense.
Donc, merci beaucoup pour ta visite avec nous. C'était vraiment intéressant de découvrir cette série, puis l'aventure. On disait que de nous vendre un peu ça m'a quand même donné envie. Je sais pas si je vais m'inscrire dès cette saison, mais c'était vraiment intéressant de voir un peu, puis surtout ton engouement, puis ce que tu as pu vivre à travers tout ça. Pour ceux qui aiment les sports d'endurance, je pense qu'ils vont être très, très intéressés de découvrir tous ces parcours-là qu'on va retrouver. On dit, je pense qu'il va y avoir un 300, 500, 1000 et 2500 de disponibles au Québec au mois d'août. C'est Donc, ça. j'espère qu'il reste encore des dossards pour Il en reste pour quelques-uns. 2026. Merci pour l'invitation en tout cas. Ça fait plaisir. On va aller pour les questions. On a quelques questions intéressantes sur pour accomplir des grands ultras. Donc, retrouvez-nous dans l'extra sous peu pour les questions avec notre grand champion de l'ultra, Arnaud Manzanini.